je vais vous raconter une histoire. Celle d'une ville. Une belle ville. Bienvenue à Metz. Voici ses rues. Ses monuments. Ses touristes. Ses arbres. Son maire, Dominique Gros, dans son conseil municipal. S'agissant du lancement de la marque de territoire, dans un contexte de concurrence, l'objectif est de renforcer l'attractivité de notre territoire. Inspire Metz marque le début d'une stratégie de marketing que Metz Métropole Développement va déployer 180 000 auprès de euros, cibles 120 000 euros pour la marque, 60 000 euros pour la présentation. Parce que les métropoles, conçues pour créer et redistribuer la richesse, structureront l'action publique. Metz n'est pas la Nouvelle-Angleterre, si ce n'est peut-être pour les migrants de la jungle de Calais que l'État, dans sa générosité, va nous imposer. Metz et le pays messin méritent mieux que cela. Et son bidonville. Depuis 3 semaines, je suis en tente, là en camp. Enfin, c'est pas bien parce qu'ils nous mettent dehors. Mais si pour ça, ils n'ont pas qu'à accepter l'asile. Et ils n'ont pas à nous mettre dehors, quoi. On est 3 enfants et 2 parents, on est 5 en tout. Une tente pour tous les 5. Parce que là, tout le monde est en tente, il pleut. Hier, il y avait des gens qui sont déchirés les tentes et tout. Nous aussi, on est des gens normaux. Alors, je m'appelle Marie-Sabine Stroh et je milite au sein d'Action Froide depuis 2016, mon arrivée à Metz, et également au sein de plusieurs collectifs d'aide aux demandeurs d'asile. Le camp de Blida perdure depuis plusieurs années, puisque c'est la volonté de la mairie de la préfecture d'installer les demandeurs d'asile sur cet endroit. Donc ce camp se situe avenue de Blida. L'avenue de Blida, en fait, est assez symbolique, parce que c'est une avenue qui se termine en cul-de-sac par un cimetière. Il y a également une usine d'incinération des déchets, avec toutes les émanations toxiques que ça donne, ainsi que plusieurs foyers pour anciens détenus, anciens demandeurs d'asile, etc. Tout ça dans une situation d'à peu près 200 mètres carrés. Il n'y a aucune raison d'aller sur cette avenue. Donc effectivement, ils sont hors des yeux du gros de la population de Metz, qui d'ailleurs, la plupart ignorent l'existence de ce camp. Des enfants du camp Blida. C'est des enfants du camp Blida qui l'ont fait. Ils voulaient vous remercier pour les 3 jours d'école qu'ils ont pu avoir. Et ils voulaient savoir maintenant quand est-ce qu'ils auront un toit, quand est-ce qu'ils pourront dormir ailleurs que dans la boue, dans la merde, dans la misère. Quand est-ce qu'ils pourront dormir ailleurs que dans des tentes devant un incinérateur, monsieur. Ils vous offrent ce dessin. Ils ont pu aller 3 jours à l'école et maintenant ils veulent savoir quand est-ce qu'ils auront un toit. Vous avez dit, monsieur le maire, regardez-moi dans les yeux. Ça suffit. Vous avez dit, monsieur le maire, regardez-moi dans les yeux, vous ne pouviez pas dormir. En regardant ce camp, vous n'arrivez pas à dormir, monsieur le maire. Est-ce que vous arrivez à dormir en sachant qu'il y a 7500 logements vides? 7500 logements vides, alors qu'il y a des gens qui dorment dans la boue, dans la misère. Voilà votre réponse. On veut savoir quand est-ce qu'ils seront relongés, où ils seront relongés, quand ils seront relongés. Mais prenez-le ce cadeau, monsieur le maire, prenez-le. Prenez-le, monsieur le maire. Où ils seront relogés. Non, c'est pas la préfecture. C'est monsieur le maire qui peut avoir ces compétences-là. Il y a 7500 logements vides. Il y a 7500 logements vides. Où peuvent-ils être relogés? Où peuvent-ils être relogés? Quand? Comment? On veut des réponses. On veut des réponses devant le conseil municipal. On veut des actes. 7500 logements vides.
7500 logements vides, 500 personnes à la rue, et vous parlez de marque, vous parlez de développement du territoire, vous parlez de développement social. Non, monsieur. Monsieur le maire, est-ce que vous arrivez à dormir sans avoir de tourments le soir, en pensant à l'image des enfants? Est-ce que vous arrivez à dormir malgré l'image des enfants qui dorment dans la boue? Est-ce que vous arrivez à dormir malgré l'image des enfants qui dorment dans la boue? Monsieur, toute personne de plus de 16 ans... Attendez, je laisse le dessin. C'est les enfants qui l'ont fait. Laissez-le à monsieur le maire, ce dessin. C'est les enfants qui ont fait ce dessin. Suite à la remise du tableau à monsieur le maire, nous avons demandé, Jacqueline et moi, qu'il nous restitue ce tableau. Et voici sa réponse. Bonjour mesdames, donc c'est le 5 décembre. J'ai bien reçu votre lettre du mois dernier, nous demandant des nouvelles du tableau peint par les enfants du bidonville de Blida. Bidonville. Je vous rassure, ce tableau est toujours à la mairie et les enfants sont au chaud. Avec mes salutations les meilleures, Dominique Gros, citoyen engagé auprès des migrants. Alors donc nous étions en train de faire les activités avec les enfants et un jour Jacqueline a eu l'idée d'acheter un tableau vierge, tout blanc, et de la peinture. Et on s'est dit pourquoi pas donner l'occasion aux enfants de s'exprimer. Et d'eux-mêmes, ils ont dessiné un arc-en-ciel, mais pas très coloré, un arc-en-ciel avec plusieurs couleurs, mais un peu sombre, des oiseaux, qui donc semblait piégé par cet arc-en-ciel. Le but de ce tableau, c'était de le remettre à monsieur le maire, parce qu'on avait fait signer les enfants dessus. Les enfants étaient effectivement au chaud, puisque le camp avait été démantelé fin novembre. Donc ils avaient été donc placés dans différents foyers à travers Metz, des foyers pour la plupart insalubres, mais au chaud, effectivement. Et un jour, un matin, à 7h du matin, notamment une famille dont je connais très bien, la police est arrivée, plusieurs policiers, pour un papa, une maman et 3 enfants, sont arrivés à 7h du matin dans leur foyer, dans leur chambre, parce que faut savoir que c'était une chambre unique, c'était pas un appartement, c'était une chambre avec 5 personnes. Leur ont dit, vous avez une demi-heure, 45 minutes pour faire vos bagages, vous partez. Ils ont été conduits en voiture policier, donc toujours avec 3 enfants, de 5 ans à 10 ans, en voiture policier escortée jusqu'au centre de rétention administrative, qui est ni plus ni moins une prison, à côté de la prison de Metz, toujours par des policiers, dans des pièces fermées à clé, derrière des vitres, tout est fermé à clé. Donc ils ont été placés là. Nous avons été les voir, ils nous ont raconté ce qui s'est passé. La femme a été brusquée pendant la perquisition, entre guillemets, à 7h du matin, parce qu'en fait, elle s'est opposée, elle ne voulait pas partir. Elle a été brusquée par les policiers, poussée au sol, devant les enfants, je répète, devant les 3 enfants âgés de 5 ans à 10 ans. Donc après, elle a bien compris que c'était terminé pour eux, donc elle a fait sa valise tant bien que mal. Elle est arrivée dans un état psychologique assez lamentable. Les policiers ont même eu le culot de me dire qu'elle était hystérique. Voilà, donc les enfants étaient en pleurs, bien entendu. Donc on a eu... La boucle est bouclée.
personnes qui ont vécu dans des conditions de pauvreté horribles. Ils dormaient à la rue, ils dormaient dans un bidonville comme celui de Calais, mais en plus petit. Et le camp a été démantelé. Toutefois, il y a beaucoup d'interrogations, il y a des gens qui dorment à la rue sous les ponts. Vous avez dit qu'on pouvait accueillir les réfugiés, que la France serait prête à accueillir les réfugiés. Je ne comprends pas pourquoi, dès lors que je veux essayer de poser cette question, j'ai des gens qui me suivent et que cette question elle est si grave que ça. Pourquoi aujourd'hui on refuse d'admettre qu'il y a 7600 logements vides à Metz? Alors moi j'invite tous les gens qui sont ici, c'est pas que vous, c'est tout le monde. J'invite à aller sous les ponts aussi, ce soir, et à se rendre compte de ce que c'est que ces conditions qui sont juste inhumaines. Aujourd'hui, la misère, elle se répand chez nous, et ça fait peur. Et ça fait peur. C'est pas en flexibilisant notre avenir, c'est pas en ubérisant nos espoirs, c'est pas en précarisant notre vie que les choses vont changer. C'est pas ça le problème, monsieur Macron. C'est pas ça. Et je suis désolé, mais qu'est-ce qui va changer avec le cacao? Macron, élu président, a bien fait savoir qu'aucune personne ne dormirait à la rue en 2018. Le camp s'est reconstitué officiellement une énième fois en avril 2017 avec l'appui de la préfecture et de la mairie. Des toilettes, trop peu pour les 1000 personnes qui y ont résidé, furent installées. Elles ont fui au bout de quelques semaines, se répandant sur le terrain colonisé par les enfants pour jouer. Les douches chaudes ont couvert les besoins d'environ 20 personnes par jour. Et les cuisinières électriques installées sous une tente ont résisté à l'eau pendant 2 mois. La précarité a exacerbé la violence. Les enfants se sont enfermés dans la peur et ont refait pipi au lit. Ils ne dormaient plus. Même quand l'école leur était permise quelques jours, ils tombaient de sommeil et ne pouvaient se laver. Mais nous voilà en novembre. Le démantèlement de demain se prépare. Madame Chabot, alors directrice départementale de la cohésion sociale, arrivera au petit matin. Nous avons expliqué aux personnes qui sont sur le site que ce soir, elles auraient tout un toit sur la tête et nous sommes en train de répartir. Nous sommes en train de faire partir des bus vers l'ensemble de la France. Après 5 années de Corblida, pourquoi y a-t-il une telle impression d'improvisation? Parce que de votre point de vue, c'est de l'improvisation. D'accord. Mais concrètement, par rapport aux années précédentes, qu'est-ce qui a changé justement? Même parce que si vous reprenez les années précédentes, je ne suis pas sûr que vous ne soyez pas exactement dans la même situation et que vous n'ayez pas vu, vous, de votre place, le même sentiment. Il n'y a rien qui a changé. Vont-ils se retrouver en centre de rétention comme l'an passé? Comme à ma connaissance, l'an passé, il n'y a eu personne en centre de rétention. Il y avait des enfants, il y avait des familles qui étaient en centre de rétention. Monsieur, moi, je suis tout à fait prête à faire des points de presse, mais qu'on ne me donne pas des contre-vérités. Il n'y a eu aucune famille placée en centre de rétention l'année dernière. Et les bus qui partent, vous imaginez bien que quand je fais partir un bus vers l'Aquitaine, c'est pas pour les envoyer dans un centre de rétention. C'est des gens qui sont en demande d'asile qui vont se déplacer au FI. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. C'est clair ? Les personnes qui vont arriver à partir de demain, après-demain, disait ma collègue, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si vous voulez, merci, j'ai entendu, j'ai même compris la question. D'accord ? Nous préparons ce que j'appelle le jour d'après. C'est-à-dire que nous essayons de mettre en œuvre des capacités pour pouvoir prendre les vulnérables qui viendront. Après, on peut aussi considérer qu'à un moment donné, je vous rappelle que sur ce site, la quasi-totalité des personnes n'ont pas vocation à obtenir l'asile. Ils ne viennent pas de pays en guerre. Voilà. Madame Chabot, l'an passé, les personnes qui étaient arrivées après le démantèlement s'étaient retrouvées sous le pont et avaient dormi en décembre sous le pont qui est juste derrière nous. Est-ce que cette situation peut se reproduire cette année? Je pense que non. Je viens de vous répondre sur le jour d'après. Je pense que non. Le jour d'après? Je viens de vous répondre ce que j'appelle le jour d'après, c'est-à-dire il y a aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a ceux, comme votre collègue me le faisait remarquer, qui vont arriver demain, après-demain, c'est ça que j'appelle le jour d'après. Le jour d'après, c'est après. Pourquoi la présence de la police aux frontières et des CRS?
pour sécuriser, là, pour la présence du CRS, pour sécuriser, comme vous le voyez. Et la police aux frontières? Je sais pas, j'ai même pas vu qu'il y avait la police aux frontières, moi. Non, nous, on l'a vu. Je suppose qu'ils sont en situation, quand on est sur un démantèlement d'un site où il y a des personnes qui peuvent peut-être être en absence de titre de séjour, ça me semble pas anormal qu'ils soient là en observation. Là, vous nous assurez qu'il n'y aura pas de reconduite aux frontières? Je vous assure rien, monsieur. Je suis des DCS, je ne suis pas la personne chargée de la mise en œuvre des reconduites. Donc il peut y avoir des reconduites aux frontières ce soir? Monsieur, je viens de vous répondre. Non. Madame Chabot, vous avez dit qu'il y aurait personne qui serait arrêté aujourd'hui. Pourquoi? Lâchez-moi. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties en centre de rétention? Vous verrez après. D'accord? Pour l'instant, vous sortez, s'il vous plaît. Attendez, lâchez-moi. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Non, bah vous sortez du périmètre, s'il vous plaît. Je suis là, c'est bon. Non, doucement, doucement. C'est bon, elle va s'en aller. Allez, madame, s'il vous plaît. On devra trouver dans le camp des couvertures. Voilà, j'en ai ramené plein hier. Il y en a plein qui sont... tout est vide là-bas. Tout est resté comme ça. Allez. Je veux voir avec Sandrine si elle a une couverture dans la voiture. La boucle est bouclée. Si vous êtes une personne en demande d'asile, tapez 1. Sinon, patientez. If you are an asylum seeker, please press 1 and wait. Voilà. Je transfère votre appel. Ouais. J'ai parlé avec un monsieur. Oui, bonjour. Voilà, je me trouve avenue de Blida. Je suis avec un monsieur et une dame donc, qui sont à la rue, vous êtes au courant. Et je vois un monsieur qui est dans un état de santé inquiétant, il ne tient pas debout, il tousse, mais c'est vraiment... Ah oui, il faut solliciter l'intervention des pompiers, monsieur. Oui, d'accord, mais en attendant, parce qu'il est aussi avec une femme et avec un jeune homme, est-ce que ce serait pas possible de les héberger? Parce qu'ils ne peuvent pas rester dehors, là, ils ont un lit qui est dehors carrément. Je vous précise aussi, pour ne pas vous prendre en traître, je suis filmé, je suis enregistré. Ouais. Donc là, malheureusement, je n'ai pas d'autres réponses à donner à la famille que celle qui a déjà été donnée plus tôt. C'est que malheureusement, on a bien enregistré leur demande, que dans l'immédiat, on n'aura pas de solution à leur proposer. Effectivement, la famille fait partie des personnes qui seront hébergées en priorité, compte tenu des critères de vulnérabilité qui ont été décidés par la DDCS et avec le 115, mais que pour le moment, nous n'avons malheureusement pas de place disponible pour pouvoir accueillir cette famille. On enregistre la demande. J'ai bien noté les coordonnées de la famille et donc on les recontactera dès que quelque chose sera disponible pour eux. Mais là, dans l'immédiat, malheureusement, il n'y a pas de solution d'hébergement que je puisse leur proposer. Le parc hôtelier et les foyers d'hébergement sont complets actuellement. Donc je ne pourrais pas donner d'autres réponses à la famille pour le moment. Mais partons du principe que là, ils ont strictement rien. Ils sont dans un camp où il n'y a rien du tout. Donc la moindre chose ne peut être qu'une évolution. C'est-à-dire même un endroit désaffecté, j'ai envie de dire, peut être mieux que... Je comprends bien, monsieur, mais vous vous trompez d'interlocuteur. Et puis, monsieur Graff... Bah non, je me trompe pas d'interlocuteur, moi... Je me trompe pas d'interlocuteur, monsieur, quand on fait le 115, c'est bien pour avoir un hébergement d'urgence. Là, il n'y a pas plus urgent que cette famille-là, je pense. Oui, mais malheureusement, on n'a pas d'hébergement qui sont disponibles pour ce type de composition familiale. Je suis désolé. Monsieur Graff, écoutez, vous savez très bien à qui vous adressez pour ce type de demande. Vous connaissez les coordonnées de Madame Léonard, vous connaissez les coordonnées de Madame Chabot également. Donc je vous prierai de me laisser faire mon travail auprès des personnes qui nous sollicitent au 115 et de revoir ça avec les bons interlocuteurs. Moi malheureusement je ne pourrais pas vous donner d'autres réponses que celles que je vous ai données. L'appel est enregistré, vous le savez également, là
il y a des caméras, vous m'enregistrez également. Donc je pense qu'on en a terminé pour le moment. Donc ils restent dehors, ils dorment dehors quoi. Tu parles français toi? Non. Du sprichst Deutsch? Ja, die heißt Gastgeber. Woher? 11 Jahre. Ah, du bist 12 Jahre alt, ja. Woher bist du? Albania. Wo hast du Deutsch gelernt? Schule. In der Schule? Ja. In Deutschland? Ja. Ah, du sprichst sehr gut. Also, bist du froh, fit zu sein? Passer à de la réquisition citoyenne. Ça ressemble un petit peu, encore que c'est pas tout à fait une réquisition, puisqu'on est rentré dans un lieu public, ouvert au public, d'où personne n'avait le droit de nous bloquer l'entrée, et dont personne n'a le pouvoir, là, pour l'instant, à cette heure-ci, de nous vider. Parce que là, donc, ce qu'on fait, donc, on reste avec eux pour veiller à ce que la fermeture du gymnase se fasse dans de bonnes conditions, puisqu'il y a deux solutions. Hein. Il y a une solution légale, ce serait de virer tout le monde à coups de matraque et de lacrymogène. C'est une solution. L'autre solution, c'est de les laisser tranquilles. Je pense que c'est la deuxième solution qui va être retenue. C'était 10 jours après le démantèlement. Hein. 10 jours après le démantèlement. Et donc l'exploration qu'on avait faite ne concluait à rien. On n'a vu personne, on a vu une tente qui était vide, un peu bizarre, avec des affaires dedans. Ce qui est sûr, puisqu'on le sait après coup, beaucoup de gens dormaient dehors, et depuis au moins une semaine. Au moins une semaine. Cinquantaine de personnes, moitié adultes, moitié enfants. Parce que ce sont des familles assez nombreuses. Donc la politique, par exemple, hier soir, donc on avait appelé le 115. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont quand même laissé des enfants dehors. La version officielle qui m'a été redite, c'est que c'était, alors là je demande à voir, c'est qu'il s'agissait de familles dont les femmes et les enfants auraient pu être hébergés à condition qu'ils laissent le papa dormir dehors. Il y a eu comme ça des refus qui expliqueraient que certains enfants étaient dehors, donc notamment un enfant de 12 ans, asthmatique, qui pleurait, hein, je l'ai vu pleurer hier, et il a passé la nuit près du feu, et ce matin, tout à l'heure je l'ai revu, il s'était brûlé au cou et au ventre parce qu'il était trop près du feu, et puis comme il jette des trucs dans le feu qui créent toutes sortes de choses imprévisibles, ben voilà, il était brûlé. Voilà un peu la politique de l'enfance à Metz, parce que c'est la politique de l'enfance, hein, c'est pas autre chose. C'était ce qu'on craignait. Hein. On savait que le démantèlement, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui reçoivent un hébergement correct. C'est une moins bonne nouvelle pour ceux qui sont pris dans la souricière de la police aux frontières. Et c'est une nouvelle calamiteuse pour ceux qui n'auront même pas de vigile pour les regarder, de palettes de chantier sur la boue et de toilettes pisseuses comme ils ont eu à Blida. Là, j'ai vu ce que c'est que d'avoir rien. Quoi.
Les réquisitions se succèdent. Les collectifs ont récemment hébergé 50 personnes dans le gymnase de Belle-Île, à Metz. Mais que se passera-t-il en mars, à la fin du plan Grand Froid? Quels seront les nouveaux visages? Quel sera l'avenir de ces familles, de ces enfants? Va-t-on enfin trouver le courage politique de loger dignement les nourrissons, les enfants, les femmes, les hommes? Ou la boucle sera-t-elle bouclée une année de plus? Qu'en sera-t-il du jour d'après?